C'est bon à savoir. Du lundi au vendredi, de 8 à 9h, avec Anne-Claire Lévesque sur NC Première. Allègement administratif pour les uns, précarisation du droit du travail pour les autres. Le dispositif simplifié d'emploi, le DSE, n'emporte pas tous les suffrages. Adopté par le Congrès fin février par la voie d'une loi de pays, ce nouvel outil entraîne depuis sa création officielle de nombreuses réactions. Alors partons ce matin à la découverte de ce DSE, ce que c'est, à qui il s'adresse, ce qu'on lui reproche aussi. Décryptage avec 5 invités. Jean-Louis Danglebert est présent, il est vice-président du gouvernement en charge du travail, de l'emploi, du dialogue social et de la formation professionnelle. Magda Bonalturo, la directrice du travail et de l'emploi. Chérifa Linossier, présidente de la CGPME. Milo Poignéois, le secrétaire général de l'USWINC. Et Tony Dupré pour la COGETRA. Bonjour, bienvenue à tous les 5. Bonjour. Bonjour. Vous êtes très nombreux pour apporter des éléments de décryptage et d'explication sur ce DSE, le dispositif simplifié d'emploi. Les auditeurs, comme chaque jour, sont invités à participer au 258 ou bien par l'intermédiaire de la page Facebook. C'est bon à savoir, NC Première, si vous avez des questions à poser, vous pouvez également le faire en ligne. Le DSE, le dispositif simplifié d'emploi, c'est donc notre sujet du jour. On va commencer par une petite présentation. Jean-Louis Danglebert, qu'est-ce que c'est que ce dispositif tout nouveau? Non, merci de nous accueillir et je remercie les représentants syndicaux présents, ainsi que madame représentant de la CGPME. Simplement, je voudrais tout d'abord replacer ce dispositif dans le contexte. Je ne me suis pas levé un matin en me disant « Tiens, je vais mettre le DSE en place ». Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Ni j'ai sorti de mon chapeau un texte qui s'appelle le DSE. Je rappellerai tout simplement que ce DSE a été mis en place à la demande des partenaires sociaux dans ce qu'on appelle au moment de la conférence sociale qui se passe tous les ans avec les partenaires sociaux et le gouvernement, pour deux choses. Au départ, la discussion était partie, on était parti du principe qu'il fallait simplifier certaines démarches. Deuxièmement, qu'il fallait s'adapter à la réalité locale, dans le droit du travail, je parle. Et enfin, l'aspect aussi de lutter contre le travail dissimulé, le travail au noir. Pourquoi ? Parce que ce qu'avancent souvent les employeurs, en ce qui concerne des emplois temporaires, la difficulté, c'est la complexité des démarches fait en sorte que les gens préfèrent prendre des gens au noir, oui, au noir, ou ne pas déclarer. Voilà. Donc, c'était ça, au départ, donc, les éléments de départ. Une proposition a été faite par le gouvernement en mars 2015. Mars 2015, c'est pas hier. Et on s'était engagé au niveau de la conférence sociale de le mettre en place mi-2015. Bien sûr, ça ne se passe jamais comme on veut en termes de délai. On a eu l'occasion de parler... Donc ce texte a été présenté aux partenaires sociaux en mars 2015. On a eu l'occasion de rebalayer systématiquement à chaque conférence sociale intermédiaire et au niveau de la conférence sociale annuelle de 2016... en novembre 2016, je rappelle que comment se passe cette conférence sociale annuelle? On visite l'agenda qu'on est d'accord sur lequel on est d'accord à mettre en place. On prend les observations, les remarques de tout le monde. En ce qui concerne le DSE, sur le tableau de cette conférence de 2016, il y a case vide. Pas de remarques, pas d'observations. Donc, a priori, tout partait bien. Là, je le remets dans l'ordre. Donc, nous, on s'engage à mettre ce dispositif dès 2017. Hein? Alors, entre-temps, il y a eu des consultations à la CCT. Commission consultative du travail. Sur lesquelles un bon nombre de syndicats étaient absents. Et vous, monsieur Dupré, vous étiez présent et vous êtes parti avant la fin en disant simplement que vous étiez contre. Voilà. C'est tout ce qu'on avait comme position. Quand c'est passé au CDS, on a pris l'avis de tout le monde. CDS, ceux qui sont prononcés, Conseil dialogue social, où on a tous les syndicats, on a pris le positionnement de chacun, négatif. L'USWINC s'est abstenu, mais sans aucun argument, simplement contre. Donc, voilà. Donc ça, c'est pour le... Mais je vais profiter de l'occasion pour mettre au point certaines choses qui sont dites sur les médias. Alors, on va le faire au fur et à mesure. Simplement, je voudrais juste que, très clairement, pour les auditeurs, Magda Bonalturo, vous nous disiez ce que c'est que ce DSE, en quoi ça consiste. Et après, vous allez pouvoir répondre. Il n'y a évidemment aucun problème, mais là, on n'a pas encore expliqué ce que c'était.
Donc le DSE, soit Jean-Louis d'Angleberme, soit Magda Bonal-Turou, qu'est-ce que c'est très concrètement dans les faits? Très concrètement, c'est un dispositif simplifié pour faciliter la déclaration d'embauche pour des emplois temporaires de moins de 3 mois. Voilà ce que c'est. Voilà pour le dispositif. Alors, Tony Dupré, pour la Cogetra, voilà, je vous voyais vous agiter là. Alors allez-y. Pour la Cogetra, pour l'USO1, pour l'UTFE-CGC, et également pour la financement des fonctionnaires. Alors sur la forme, c'est bien que M. d'Angleberme il rappelle un peu l'historique. Alors je confirme. Dès le début, effectivement, nous étions tous pour simplifier donc des démarches administratives pour du recrutement. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais ensuite, c'est sur la forme. Nous, dès le début, nous avons été clairs. Pour nous, cela devait se faire, bien entendu, mais dans le cadre des contrats de travail qui existent déjà. C'est-à-dire CDD ou CDI prévus par le Code du travail. Donc sans rajouter un dispositif supplémentaire. Il fallait en discuter. Et en plus, on avait rajouté que cela devait concerner uniquement ou principalement les petites et moyennes entreprises. C'est ça l'historique. Alors bien sûr, il y a eu des conférences sociales successives, mais nous, on a été clairs dès le début. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Nous, on estime qu'il n'y a pas eu la concertation nécessaire avant de sortir ce projet de texte. Pour preuve, c'est qu'ensuite, on nous a donc remis un projet de texte directement auprès des instances paritaires, je confirme, qui existent. Conseil dialogue social, le CDS, le CESE, le Conseil économique, social et environnemental, et la Commission consultative du travail, la CCT. Et si vous regardez donc les avis qui ont été donnés par ces 3 instances paritaires, là quand même où on prend le dialogue social, ça a été des avis défavorables. Défavorables. Tous. Donc, quelque part, ça doit interpeller, notamment le gouvernement. Mais ces avis étaient défavorables, mais ils étaient constructifs. Ils faisaient des contre-propositions. On pourrait tout à l'heure revenir sur le fond, mais sur la forme, voilà, qu'on soit bien d'accord. Donc nous, effectivement, après, quand le projet est venu en novembre 2016 à la conférence sociale, je me rappelle très bien, j'avais interpellé M. d'Angleberme, c'était à Nouville, pour lui dire que nous, on n'était pas d'accord, que l'on ne tienne pas compte donc, de l'avis des différentes instances qui étaient prononcées. Voilà. Et donc nous, on voulait un retour vers plus de concertation pour pouvoir sortir un texte équilibré qui convienne à l'ensemble des partenaires. Milo Poigny-Ouat, l'USOINC se manifeste donc dans cette intersyndicale aussi. C'est pas un peu tard, du coup, d'après ce que dit Jean-Louis d'Angleberme, il y avait eu d'autres occasions d'expliquer concrètement le pour et le contre? Je veux juste rajouter que nous ne sommes pas opposés, nous ne remettons pas en cause la nécessité de ce dispositif pour lutter contre le travail dissimulé. Par contre, c'est sur les solutions adaptées pour nous qui représentent des inquiétudes vis-à-vis qui fait courir des risques au niveau des salariés. Et je voudrais rappeler qu'il y a eu les consultations avec les partenaires. Et quand je suis pas d'accord quand M. Jean-Louis d'Angleberme dit que lors de la conférence sociale de novembre l'année dernière, on n'a rien dit, que les cases sont vides. C'est pas le cas ? J'ai posé la question que puisqu'il nous avait dit que suite aux remarques des différentes instances, il a tenu compte des remarques qui ont été formulées. J'ai demandé avant que ce texte soit présenté au Congrès, s'il pourrait être représenté devant le Conseil de dialogue social. Ça, je l'ai dit, lors de la conférence. Et M. d'Angleberme m'avait dit, oui, il ne voyait pas d'inconvénient. Donc après... deuxième passage. Non, c'est pas une consultation, mais de représenter le texte tel qu'il a été retravaillé suite aux remarques formulées par les partenaires sociaux. Alors on va donc pour nous, Tony Dupré. Voilà, pour nous, on a privilégié un passage en force au niveau du vote du Congrès, alors qu'un retour vers les différences, notamment le CDS, il a raison, Milo, on est là pour ça, le Conseil social. Mais fondamentalement, vous n'étiez pas opposé. Pas du tout. Sur le principe, non. Sur le principe, non. Mais nous, on estime qu'on aurait pu donc aller plus loin dans la concertation. Chérif Alinossier, pour la CGPME, pour les petites et moyennes entreprises, c'est une avancée, c'est
Il y a des problématiques à régler ? C'est une avancée, bien sûr, puisque en fait, on prône la simplification administrative, puisque effectivement, dans les petites et moyennes entreprises, si on perd déjà 48 heures ou plus de 3 jours à faire de la paperasse, ça facilite pas l'accès à l'embauche des gens. Donc nous, on est plutôt pour ce dispositif. Après, je comprends les craintes, mais néanmoins, les passages obligatoires ont été faits au niveau du dialogue social, au niveau du CDS, toutes les consultations ont été faites dans les règles de l'art. Nous, on avait mis une réserve à un moment donné, c'est qu'on avait un peu peur pour les entreprises d'intérim parce que on voulait, donc on l'a exprimé, on a échangé à ce sujet effectivement. Il semblerait qu'il n'y ait pas forcément de concurrence, et puis il ne faut pas oublier non plus que il ne faut pas se tromper de cible, c'est-à-dire que on fera forcément appel à des entreprises d'intérim si les notions d'emploi nécessitent des compétences particulières. On ne va pas prendre n'importe qui. Si par exemple, je donne un exemple concret, mais si on a besoin d'un chauffeur, livreur en matière dangereuse, il faut des compétences, donc on va se retourner plus facilement vers les boîtes d'intérim. Mais pour la simplification administrative, pour nous, c'est un plus parce que aujourd'hui, compte tenu du contexte économique, il faut rappeler dans quel contexte on est aussi. On a besoin aussi des fois d'avoir cette flexibilité qui nous permet d'embaucher très rapidement. Donc c'est plutôt favorable. Parce que concrètement, comment ça se passe quand vous embauchez dans une petite entreprise ? Il y a effectivement 48 heures de démarches avant il y a les démarches auprès de la CAFAT, il faut faire les démarches, il y a plein de démarches administratives qui prennent du temps, et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que on a besoin d'embaucher tout de suite. C'est-à-dire, le matin, le gars, il n'est pas présent sur le chantier, ou alors il n'est pas présent à son activité, on n'a pas été prévenu, etc. Nous, on a quand même des objectifs de rentabilité, de productivité, donc il faut qu'on puisse très rapidement prendre quelqu'un qui va pallier, en fait, à ce manquement dans l'absentéisme de notre programmation. Donc, effectivement, si on perd trop de temps, nous, ça, c'est pas une valeur ajoutée. Donc, il fallait qu'on trouve un dispositif qui permettait... Et je voudrais revenir aussi, pour moi, c'est quand même quelque chose d'intéressant pour cibler aussi le travail illégal, puisqu'on a aussi cette problématique-là, où finalement, on va finir par prendre quelqu'un rapidement, mais pas dans les règles de l'art, et ce qui n'est pas une sécurité pour l'employeur. Faut aussi rappeler qu'en termes de responsabilité pour l'employeur, s'il embauche n'importe qui, n'importe comment, il y a aussi ce risque par rapport à ça. Donc cette simplification permettra d'être sûr que la personne réponde aux critères nécessaires à l'embauche et favoriser en fait la rapidité de la mise en œuvre sur le terrain. Magda Bonalturo, c'est bien une procédure d'urgence, en tout cas une procédure d'embauche d'urgence, d'embauche rapide, qui n'existait pas aujourd'hui dans le Code du travail ? Permettez-moi de répondre. Jean-Louis d'Anglebert. Oui, bien sûr, c'est pas pour faire de l'embauche de façon pérenne, ça c'est sûr. Il n'y avait rien qui permettait ça jusque-là. Non, justement, on va revenir là-dessus. Je voudrais simplement revenir. On ne va pas rentrer dans le débat qu'on a eu. Oui, chacun a donné ses positions. Oui. Je ne vais pas aller plus loin là. Ce qui intéresse l'auditeur, c'est quelle est la problématique de ce DSE. Donc moi, simplement, je voudrais d'abord, je répondrai aux 2 points qui ont été soulevés par l'USWINC et la COGETRA, que je veux bien entendre, sur lesquels j'ai donné ma position là-dessus. On pourra revenir. À savoir, pour la COGETRA, c'est la preuve écrite en cas de recours, c'est ce que vous dites. Il n'y a pas de preuve écrite en cas de recours. Je rappellerai tout simplement qu'on n'est pas obligé de faire un contrat. Le Code du travail prévoit une obligation de déclaration d'embauche, pas de contrat. Bon, là, on parle de simplifier. Pour autant, ce que vous demandez, c'est pas quelque chose d'irréalisable. Ça relève pas de la loi du pays. Ça relèvera de la délibération qu'on n'a pas encore votée au Congrès. Il suffira que au moment où la personne fait la déclaration, de dire que l'employeur remet un exemplaire aux salariés. Justement, M. D'Anglebert, ça fait partie des choses qu'on aurait pu discuter. Deuxième chose, oui, d'accord. Ouais. Non, mais enfin, moi, j'ai appris par les médias tout ça. Excusez-moi. Juste avant Jean-Louis d'Anglebert, je suppose que vous voulez aborder le deuxième point dans la foulée. Attendez juste une seconde pour expliquer bien nos auditeurs, Tony Dupré, la problématique qu'aborde Jean-Louis d'Anglebert. Nous, on dit que simplifier, c'est bien, mais il y a des limites, quoi. Là, c'est plus que de la simplification. Donc, c'est une simple télédéclaration. Donc tout est en ligne. En ligne, rempli par l'employeur. Donc, il n'est pas signé par le salarié. Donc, c'est un engagement verbal entre les 2 parties, avec pour nous toutes les conséquences que ce qu'il peut avoir derrière. Et ça sert de déclaration d'embauche. Tout à fait. Et voilà, je m'explique, c'est qu'après, admettons,
De contrat de travail ? Oui, en termes de contrat de travail déjà. Donc si demain il y a un litige, quel document le salarié aura en cas de recours ? Nous on pose la question. Ensuite, notamment au niveau du salaire, la première semaine, donc je recrute, je donne tant. Si la deuxième semaine je veux donner moins, je peux le faire. Je termine parce que c'est important, c'est un point qui est important pour nous. Pareil pour la date à laquelle je vais rémunérer le salarié. Je peux le rémunérer au bout de 2 mois. Donc nous, pour des gens qui ont déjà c'est ce que dit la loi, jusqu'à 2 mois pour payer. Donc pour des gens qui sont déjà en situation de précarité, pour nous, ça, ce type de délai est inconcevable. Donc vous voyez, c'est toutes ces choses qui font que nous, on dit simplicité, c'est bien, mais le contrat de travail doit rester donc l'outil indispensable entre le salarié et l'employeur. Et le Code du travail dit effectivement qu'un contrat n'est pas obligatoire ? Ce qui est obligatoire, c'est la déclaration d'embauche. On n'est pas obligé de faire un contrat lorsqu'on embauche quelqu'un. Donc aujourd'hui, on n'est pas obligé. On est en train de nous dire dans un dispositif simplifié, il faut l'obliger. Donc on est en train de dire que dans le dispositif simplifié, il faut mettre plus de contraintes que dans le dispositif actuel. Simplement, ce que je veux vous dire. Des garanties. Des garanties. Ouais. Je vous l'ai dit. De toute façon, il suffit dans la délibération, la délibération n'a pas été encore votée au Congrès, il suffit dans la délibération de préciser qu'une copie de la déclaration d'embauche soit fournie à l'employé. C'est très simple. Voilà. Pas compliqué, ça. Une précision sur cet aspect-là dans le Code du travail, Magda Bonalturo, qu'est-ce qui est dit sur le contrat ? Ce qui est dit, c'est que l'écrit n'est pas obligatoire, mais lorsqu'il n'y a pas d'écrit, le contrat peut être considéré comme à durée indéterminée. Mais l'écrit n'est pas obligatoire pour avoir un contrat de travail. Le simple fait que vous travaillez suffit à établir que vous avez un contrat de travail. D'accord, il est implicite finalement. On va aller au standard. On nous attend Laurine qui souhaite poser une question. Bonjour Laurine. Bonjour, moi je ne viens pas poser une question, je veux juste dire ce qui s'est passé. Ouais. En tant que fonctionnaire, la loi voudrait qu'on ait des contrats de travail établis. Ok. Nous, ça n'a pas été établi et j'ai que ma lettre d'engagement. Et il s'avère que quand je suis allée au tribunal, pour pouvoir dénoncer mon contrat de travail, il faudrait que je puisse avoir un contrat de travail. Donc, en effet, les partenaires sociaux ont raison. Il faut que chaque employé, quelle que soit sa durée, il ait un contrat de travail lui spécifiant ses droits et devoirs, c'est-à-dire tous les textes qui lui sont afférents. C'est de base quand même, c'est un minimum. Parce qu'en cas de problème, il ne peut pas dénoncer le contrat de travail et donc c'est pour sa pomme. Et moi, je vais vous dire, j'ai été au tribunal pendant 5-6 ans, et j'ai toujours pas été rémunérée pour ces périodes de privation d'emploi illégale. Donc, c'est au risque et péril de chaque employé d'accepter de travailler sans contrat derrière. Donc, non, c'est peut-être pas blablabla, on n'est pas obligé, la déclaration d'embauche, c'est une chose, c'est vis-à-vis des organismes sociaux et tout, mais après, par rapport aux droits, il y a peut-être des manquements sur la Nouvelle-Calédonie, mais parce qu'ils ne suivent pas la hiérarchie des normes au niveau du Code du travail, mais je conseille vivement, et ils ont tous raison de se battre, pour qu'il y ait quelque chose d'établi, clair et net. Parce que s'il y a un problème, au moins l'employé, devant le tribunal, il est capable de dénoncer et dire on fait cesser. Alors que là, ça se met l'employeur en une position abusive et malmenée et harceler son employé parce qu'il croit avoir des droits de par les lois et c'est pas appliqué sur la Nouvelle-Calédonie, c'est ni fait ni à faire. Voilà. Merci Laurine, on entend votre inquiétude. Hein. Je tiens à préciser, je témoigne, en absence de contrat de travail, l'employé ça devient très compliqué. Ne peut pas dénoncer. Et ça pose problème et donc oui, tous ceux qui ont soulevé le problème ont raison. Voilà. Merci Laurine. Merci, au revoir. Merci de votre remarque et de votre témoignage. Qu'est-ce que ça évoque chez les uns et chez les autres ? Milo Poignewa. Nous, on ne dit pas qu'il faut par rapport à ce qui est un contrat de travail. C'est pas ce qu'on a dit. C'est que ce dispositif, il est tellement simplifié qu'on a des craintes. Et justement, ça a été confirmé, c'est ce qu'il a dit, Tony. À quelle catégorie va être prise la personne qui va être embauchée, pour quelle durée de travail, pour quel salaire. Il ne pourra pas le savoir. Il n'est pas censé le savoir. C'est que oral. Si demain il y a une contestation, il y a un litige au niveau du tribunal du travail, sur quoi il va se baser? C'est que verbal. C'est là notre crainte. Jean-Louis Danglebert. Oui, tout de suite. Je comprends bien la crainte. Simplement, je dis que la loi du B qui est passée
ne prend pas ça en compte parce que ça se trouve dans la délibération. La délibération c'est ça, ce que vous dites, c'est qu'il y a encore prévoit une fiche de déclaration. Dans la fiche de déclaration qui est faite, bien sûr, d'abord, le DSE n'est pas hors sol, il n'est pas hors du cadre du droit du travail actuel. Il doit se plier au SMIC, aux accords de branche, etc. Il n'est pas hors cadre. Le droit du travail s'applique aussi pour le DSE. Je le disais tout à l'heure. Qui va contrôler ? Qui va contrôler ? Mais la déclaration... actuellement, je ne sais pas comment vous contrôlez, mais la déclaration qui est faite, qu'est-ce qu'on demande à l'employeur par Internet de déclarer le nom, l'adresse, la durée de travail pour lequel il sera employé, une demi-journée, 2 jours, etc. Et tout ça, c'est marqué dans la déclaration. Il suffit que de donner à l'employé une copie de la déclaration de l'employeur. Alors, j'ai pas trop compris là. Une fonctionnaire qui intervient. Donc là, il s'agit du secteur privé, pas de la fonction publique, d'une part, et d'autre part, c'est peut-être pour des contractuels d'administration. Si maintenant l'administration c'est un mauvais patron, excusez-moi, mais moi je suis pas en charge de l'administration en Nouvelle-Calédonie. Elle donnait un exemple du fait qu'elle n'avait qu'une lettre d'engagement et pas un contrat. Oui, ça, elle voit avec l'administration. Moi, on est dans le secteur privé là, aujourd'hui, et point, et rien d'autre. Voilà. Simplement, moi, je comprends, j'ai 2 arguments que je veux bien entendre. Les 2 arguments des personnes qui sont présentes sur ce plateau. Donc, cette inquiétude-là. Simplement, je dis que pour ces arguments, la solution, elle est dans la délibération qui sera mise en place. Il suffira, parce que la déclaration d'embauche, on l'a dit, ça vaut contrat. La déclaration d'embauche vaut contrat et il y aura les éléments de rémunération, de durée du temps de travail. Ici, qui a été transmis d'ailleurs. Et donc ça ce sera dans la délibération. Chérif Ali-Nossier. Oui, en fait, moi je suis un peu irritée par le discours qui fait que ça y est, de toujours le patron va être un voyou, il va faire le vilain patron, on va faire des emplois précaires, on va exploiter, machin, etc. Faut qu'on sorte de ces stéréotypes. On va jamais y arriver si on continue à anticiper sur le fait que ça y est, on va exploiter les gens. Enfin, je veux dire encore une fois, remettons le contexte et la cible. C'est pas un dispositif qui va concerner l'ensemble des personnes. Nous, si on a des salariés qu'on a besoin en récurrence tout le temps, bien sûr, on ira sur des dispositifs qui existent, CDD, CDI, et on fera tout. Là, on parle vraiment d'un dispositif qui va permettre, lorsqu'on n'a pas lorsqu'on a on doit embaucher rapidement parce qu'on a des carences sur de l'absentéisme, par exemple, ou par exemple, les gens ne viennent plus, parce que ça arrive. Aujourd'hui, il y a des gens qui viennent, ils travaillent, ils s'arrêtent, ils repartent, ils reviennent, etc. Donc, et parce qu'ils n'ont pas aussi envie de travailler tous les jours. Et là aussi, il faut qu'on travaille sérieusement sur ce dispositif-là, parce qu'on a aujourd'hui, notamment dans le monde mélanésien, des gens qui ne veulent pas travailler tout le temps. Ils veulent travailler pendant des périodes et être libres pendant d'autres périodes. Et là ça le prendrait en compte ? Ça pourrait éventuellement. Éventuellement, je veux dire, il ne faut pas non plus mettre tout le monde dans le même bateau. C'est la complexité d'un code du travail qui va mettre des règles communes à tout le monde, alors que tout le monde ne veut pas travailler non plus de la même façon. Donc, je pense qu'il faut qu'on soit serein et qu'on continue dans les instances qui sont réservées au dialogue social, puisque c'est ça qui est important, d'en discuter au CDS pour essayer de trouver des solutions qui soient un équilibre pour tout le monde. Mais il y a aussi la part du salarié qui aussi, lui, ne veut pas forcément travailler tout le temps, et ça, on n'en parle jamais. Donc, voilà, donc je suis un peu irritée par ce discours qui fait que on va mettre un dispositif, on anticipe, alors qu'il s'est encore rien passé, et qu'effectivement, en tout cas, nous, les observations qui ont été données vont être prises en compte dans cette délibération. Continuons à travailler de façon à sécuriser tout le monde. Mais n'empêchons pas les employeurs d'embaucher rapidement, surtout, encore une fois, je rappelle, dans le contexte actuel et dans le climat économique dans lequel nous sommes. La délibération peut être discutée ? Mais attendez, je vais répondre à Mme Nossier, oui. Attendez, le grand méchant loup, c'est pas ce qu'on a dit. Mais tout dispositif en matière d'emploi, et comme vous dites en plus actuellement il y a des besoins, mérite quand même des garde-fous, des garanties. On n'est pas là uniquement pour dire le ralentissement économique pour les uns.
voire la crise pour les autres, doit permettre non plus un recrutement trop simplifié. Il y a quand même il y a des secteurs. Oui, mais il y a des secteurs où nous, aujourd'hui, on ne permet pas ce recrutement. Ce qu'on demande, c'est une simplification administrative. Pour nous, on l'a et c'est plutôt bien. Donc, mettons ensuite les garde-fous derrière. Ouais. Mais mettons pas des freins aujourd'hui à de l'embauche qui permettrait de créer quand même des emplois rapidement. Mais nous craignons, je vais répondre aussi, nous craignons pour des secteurs sensibles, comme la restauration, comme l'hôtellerie. Il ne faut pas non plus que demain, on puisse notamment, et ça on l'a dit aussi, contourner la loi sur l'emploi local. Là aussi, je veux dire, parce que demain, vous recrutez avec un DES, vous le prenez 3 mois. À la suite, vous mettez un CDD. 3 mois. Le lendemain, vous reprenez un autre DS. Je veux dire, pour nous, là-dessus, permettez-nous d'être vigilants. Pour dire, non, mais moi aussi, c'est de dire. Ça marche l'un après l'autre, pas en même temps, si on va plus vous entendre. Voilà, donc nous, tout ça, ça fait partie de nos inquiétudes. Il y a des lois qui existent, notamment la loi sur l'emploi local, qu'il faut être vigilant. Oui, j'entends. Recruter, voilà. Donc je veux dire, recruter, permettre un recrutement simplifié, oui, mais nous, avec des garanties et avec des obligations qui existent, notamment en termes de... J'entends bien. L'un après l'autre. Je vous coupe. C'était la journée de la femme hier. Aujourd'hui, j'en profite encore. Non, ce que je voudrais dire, c'est que une entreprise, c'est pas la fête, quoi. C'est pas on embauche, on débauche, on machin, etc. Nous aussi, pour atteindre des objectifs de compétitivité, de performance, de machin, etc. Au contraire, on va aller sur de la stabilité et on va aller chercher des gens qu'on va garder sur du long terme, etc. Donc, j'entends ce que vous dites et je suis complètement d'accord. Je dis juste qu'il faut pas commencer à agiter le chiffon avant même qu'il soit passé quoi que ce soit. Donc, bien sûr, on est aussi conscient de là-dessus, mais une entreprise, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On prend pas assez des nanas parce que derrière, il y a de la formation. Derrière, il y a de la confiance. Derrière, on donne accès à nos entreprises. Donc, on n'ira pas sur des petits bouts de ficelle, quoi. Enfin, notre objectif à nous, c'est de remplir nos cahiers de commandes et de pérenniser les emplois. C'est aussi ça, les chefs d'entreprise et leur responsabilité sociétale par rapport à ça. Donc, soyons raisonnables, comme nous le sommes tout le temps, et trouvons les petits trucs qui pourraient être encore... voilà. Jean-Louis d'Angleberme. Oui, il y a tellement de choses à répondre. Je ne sais pas avant quel ordre, mais je vais d'abord parler des avis des uns et des autres. Je suis allé au Sénat coutumier pour demander leur avis. Ouais. J'ai eu le soutien total des sénateurs coutumiers en disant ça répond à une réalité que l'on a sur le terrain, essentiellement en brousse et aux îles, pour les petites entreprises et pour l'emploi des gens qui ne veulent pas forcément travailler de façon pérenne sur des contrats, etc. On connaît la problématique. On l'a lu, ça répond notamment au calendrier de l'INIAM. C'est d'ailleurs la déclaration qu'a faite le FLNKS. Il a pointé cet aspect-là qui a été largement soutenu par les gens des petites entreprises et je développerai pourquoi après les grosses entreprises au nord et aux îles. Ça, quand on me dit contourner l'emploi local, d'abord je réponds. Quand j'ai vu que on allait un syndicat qui allait un recours constitutionnel, c'était... Attention, dites-le devant le micro, sinon on vous entend pas. Oui, un recours au niveau, une loi anticonstitutionnelle. Bon, je m'explique. Bon, heureusement que la bêtise n'est pas constitutionnalisée d'abord, parce que je rappellerai qu'une loi du pays, ça passe par le filtre du Conseil d'État. Alors s'ils savent mieux que le Conseil d'État, je sais pas. Maintenant, contourner l'emploi local, il faut qu'on m'explique comment on contourne. Je m'explique, là j'ai pas compris, il faudra qu'on m'explique. En ce qui concerne, le même jour qu'est passé le texte sur le DSE, il est passé le texte sur le congé pour permanence syndicale, sur lequel on met en place un CDD de 4 ans. On est bien d'accord? Ça entend bien le coup au droit du travail, là. Un CDD aujourd'hui, maximum, c'est 1 an. Là, pour vous, c'est 4 ans. Pire. C'est un CDD de 3 mois, renouvelable 3 mois jusqu'à 4 ans. Donc là, on peut utiliser la même personne, là. C'est pas le cas du DSE. Le DSE ne peut pas utiliser la même personne. En 3 mois, après c'est terminé. Là, on prend quelqu'un pendant 3 mois et systématiquement on fait un renouvellement de 3 mois en 3 mois pendant 4 ans. Là, c'est une possibilité de détournement. Je ne dis pas que c'est le but recherché. Moi, il faut savoir s'il faut penser bien avant de penser mal ou il faut penser mal avant de penser bien. Milo Poignet-Houard. Ce qu'il faut, c'est mettre, nous, ce qu'on dit, encore une fois, on n'est pas opposé au dispositif. C'est sur les modalités. Et pour répondre à ce que disait Chérif Alinoussi tout à l'heure, on n'a pas dit que tous les employeurs, comme dans tout, il y a chez les organisations syndicales, tous les patrons ne sont pas des voyous. Il y a des bons, comme il y a aussi des extrémistes. Hein. Simplement, c'est que voilà, sur un tel dispositif, parce que je rappelle quand même,
pour les petits employeurs, pour les secours exceptionnels d'activité, il y a quand même le recours à l'intérim ou le CDD aujourd'hui. Oui, il existe déjà des choses. Oui. C'est un CDD. Oui. Donc, c'est pour ça que je dis on ne fait pas n'importe quoi dans nos entreprises. Moi, je vais répondre après ça. Moi, je suis tout à fait... J'ai bien entendu les arguments, je l'ai dit concernant les deux personnes présentes sur le plateau. C'est des choses qu'on peut répondre, ça se retrouve dans la délibération, il n'y a pas de problème. Je veux bien entendre et je reviendrai. Concernant ce que disait Mme Chérifa, un employeur, il va dans l'intérêt de l'entreprise. C'est pas de jongler, profiter du système. Bon, celui-là, il va pas résister longtemps dans l'entreprise en termes de compétitivité. Maintenant, me dire... Moi, aujourd'hui, le salarié, il a plutôt intérêt d'être sur des emplois temporaires, d'être employé sur un DSE. Il est largement mieux payé. Et c'est justement l'argument que opposent certains employeurs en disant oui, ça a moins d'intérêt. Parce qu'il y a 15% de primes de précarité. Aujourd'hui, on est touché 153 000. Le DSE, il n'est pas hors cas je l'ai dit tout à l'heure, du Code du travail. Il touchera 187 000. Et justement, l'employeur, est-ce qu'il a intérêt de jouer je ne prends pas, je prends un autre, etc. À la fin de l'année, vous savez combien ça fait en plus pour l'employeur? Chaque mois, c'est 30 000 francs. À la fin de l'année, c'est 288 000 francs. Il en prend 10 comme ça. D'employer à ce système-là, ça lui coûtera 2 800 000 pour 10 salariés. Vous allez me dire que l'employeur qui gère sa société... Ça doit être du ponctuel. Il va l'utiliser de façon ponctuelle. Et éclairons un petit peu l'emploi local. Tony Dupré, vous l'avez évoqué à plusieurs reprises. Quelle est la problématique pour vous à ce niveau-là? Pour nous, je le redis, c'est un moyen qui permet de contourner donc la loi sur l'emploi local. Comment? Parce que la problématique, c'est que le DSE ne se plie pas à l'emploi local? Non. Un exemple concret. Actuellement, déjà, avec la loi qui existe, sur des secteurs avec en plus des métiers peu qualifiés comme la restauration, on a beaucoup de mal à appliquer la loi. Il suffit d'aller à Bécitron, voir ce qui se passe au niveau du recrutement dans la restauration. On va se dire les choses. Donc, ensuite, demain, c'est de permettre donc à un employeur, pas tous, Chérifa, mais certains employeurs pourront allègrement donc recruter un DES, passer au suivant, recruter un autre, avec pour nous, donc, comme on n'a pas les garanties, les garde-fous au niveau du salaire, je le disais en début d'émission, je donne tant la première semaine, je donne tant la deuxième, je donne tant la... on ne sait pas, puisque c'est un engagement verbal, qui pour nous, en plus, avec le recours derrière qui n'existe pas. Donc nous, c'est notre inquiétude, elle vient de là aussi. C'est de dire, attention, faut pas que cela serve à contourner une loi. Et là, M. Danglebert, je sais que là-dessus, on est en face quand même, sur l'emploi local. Donc voilà, nous, donc, permettez-nous, dans ce niveau-là, d'être inquiets. Milo Poigny, cette inquiétude, vous la partagez? Oui, on la partage. Tony Dupré l'a dit sur certains secteurs. Puisque ce dispositif, comme il n'est pas encore, il échappe à l'emploi local. Donc on peut prendre des personnes sur 3 mois ou 507 heures. Oui, c'est ça, c'est les conditions. Si l'employeur décide d'aller au-delà de ces 3 mois, donc il peut être après requalifié en CDD ou en CDI, bien sûr, mais c'est là où on dit quel est l'employeur qui va dire s'il vous plaît, j'ai pris cette personne, je suis obligé de la maintenir dans son emploi, il n'est pas local. Est-ce que j'ai le droit de le prendre? C'est là où on dit il y a l'inquiétude. C'est au-delà des 3 mois. Quand il va être requalifié soit en CDD ou en CDI, qui c'est qui va nous le dire que j'ai pris quelqu'un qui est extérieur au pays? Après, quand on passe en CDD ou en CDI, la loi s'applique. Mais même quand on n'est pas au DSE, la loi s'applique. Simplement, elle ne s'applique pas parce que la loi ne prévoit pas. Il ne faut pas me reprocher de ne pas appliquer une loi qui ne prévoit pas le dispositif d'emploi local à moins de 3 mois. C'est la loi, elle est comme ça. Point à la ligne. Alors je vais vous dire quand même sur l'emploi local, je m'excuse du peu, je suis négociateur de l'accord de Nouméa. Et en tant que négociateur de l'accord, c'est nous les indépendantistes qui avons emmené l'emploi local sur la table. À ce moment-là, tous les partis de droite non indépendantistes étaient contre l'emploi local. Et les syndicats, à cette époque-là, le seul qui nous a soutenus fermement là-dessus, ça a été l'USTKE. Je peux vous dire, on s'est battu tout seul. Aujourd'hui, tout le monde a admis l'emploi. Tant mieux. C'est une réussite. Que la loi de l'emploi local ne répond pas à ce que veulent les syndicats, que je comprends, parce qu'ils sont sur la réalité. Je veux bien comprendre ça. Mais là, on parle de la loi de l'emploi local, on ne parle pas du DSE. La loi de l'emploi local, elle s'applique à tout le monde, telle qu'elle est mise en place. Alors maintenant, il faut donc ça veut dire que la loi sur l'emploi local, sur un CDD de 2 mois, ça ne s'applique pas? Ben non, que ça soit DSE ou pas DSE.
Point. Et j'y peux rien, moi. C'est pas moi qui l'ai mis la loi en place. Et vous n'allez pas reprocher aux indépendantistes d'avoir fait en sorte que l'emploi local soit plus étendu. Hein. C'est pas nous qui sommes opposés à ça. Je m'excuse de le dire. Et d'ailleurs, ceux qui vous ont défendu au Congrès, là, qui vous sont tenus sur le DSE, là, qui ont voté contre, là, ben on va parler de cela. Hein, de ces élus-là. Moi, le public ciblé que je cible là-dedans, c'est ces gens qui n'ont jamais eu accès à l'emploi. J'ai 2 personnes qui ont tourné sur le terrain pendant 2 mois. Ils ont fait 1000 fiches de 1000 jeunes. Sur ces 1000 jeunes, il y en a qui n'ont jamais eu un travail salarié. Jamais. Entre 16 et 25 ans. Jamais. Et il y en a, la plupart, un grand nombre d'entre eux, ils ont des bacs professionnels, etc. Moi, je veux répondre à ces gens-là. Aujourd'hui, quand excusez-moi, quand au Congrès, j'explique qu'il faut répondre aussi à ces gens-là, on me dit, ouais, mais on peut pas faire des lois uniquement pour ces gens-là. Sauf que ces gens-là, la seule chose qu'on leur dit, c'est qu'on les exclut, on les marginalise, on les fustige, et les réponses qu'on donne pour régler ce problème des jeunesses, c'est de dire, il faut mettre en place comment on appelle ça, il faut agrandir les prisons, il faut faire venir des gendarmes, comment on appelle l'état d'urgence. Hein, l'état d'urgence. Hein, voilà, c'est ça qu'ils défendent aujourd'hui. Il faut mettre l'état d'urgence. Pourquoi pas aussi le couvre-feu et puis la loi martiale. Moi, je vais vous dire une chose. La capacité de nuisance, on peut parler. Aujourd'hui, le potentiel de ce genre-là, c'est 10 à 15 000. Alors, les prisons, il faudra qu'elles soient très, très grandes. Non, alors, vous allez pouvoir répondre, il n'y a aucun souci. C'est juste qu'il y a Laurine qui attend depuis un quart d'heure pour rajouter, pour réexpliquer. Je suis absolument navrée, Laurine, dans la discussion, c'est un peu compliqué. Vous vouliez juste préciser votre propos de tout à l'heure, très rapidement, s'il vous plaît. Plusieurs choses. Le droit privé et le droit public, selon la loi 84-53, je parle de loi et de hiérarchie des normes, dit bien que les fonctionnaires du public ont les mêmes droits que les fonctionnaires du privé, mais c'est des organismes en parallèle. D'accord ? Ensuite, c'est fait pour être conforme à l'OIT, l'Organisation internationale du travail, pour homogénéiser et permettre à tout le monde d'avoir les mêmes droits. Ensuite, il fait référence au Conseil d'État. Le problème, c'est que le Conseil d'État est biaisé. Il a donné, par exemple, pour la définition du rapporteur public qui agit au tribunal administratif, une définition comme quoi il n'avait qu'à respecter les règlements. Et il s'avère que les règlements ne sont pas conformes aux lois supérieures. Et ça pose problème. Par rapport au traité des droits civils et politiques de l'Union européenne, comme quoi, normalement, on doit respecter tout ce qui est droit constitutionnel et les traités internationaux signés, et ça doit se retrouver dans les lois, et ça doit être mis en œuvre au plus dernier document réglementaire de la nation française. D'accord ? Ensuite, pour les personnes qui partent à droite, à gauche, je comprends, pour la continuité du travail et de l'employeur, c'est galère. Il faudrait peut-être penser à mettre derrière des rémunérations à la tâche. C'est-à-dire que quand une personne doit couper le champ ou ramasser un champ, et puis finalement il doit, pour X raisons, un deuil ou je ne sais pas quoi, s'absenter 3 jours, bon ben voilà, il le fait, il revient, il est payé à la tâche. Ça, il faudrait peut-être un jour penser à le faire. Maintenant, pour ce qui est... Laurine, pardon, mais je vais vous demander de conclure, que le débat puisse juste se poursuivre. Non, mais c'est parce que par rapport à l'emploi local, il y a beaucoup de jeunes qui sont en brousse, qui ne peuvent pas revenir sur Nouméa pour trouver un travail. J'en ai conscience, j'en ai autour de moi, j'en entends parler autour de moi. Et donc oui, on essaie déjà de leur donner un petit travail ou des activités, mais tout. Mais bon, voilà, il faut savoir, au tarif horaire, oui, on peut payer, mais si le travail n'est pas fait, ça va pas. Donc c'est pour ça, ils sont pas tout le temps disponibles, ils sont pas machin. Donc oui, c'est clair, je comprends tout à fait qu'il y ait des besoins, mais derrière, il faut quand même que la personne puisse dénoncer s'il y a un souci et tout. On a bien entendu. Il y a une hiérarchie des normes qui doit être respectée. Laurine, on a entendu votre l'employé, quoi. On a entendu votre point de vue, et ce côté, il faut avoir les moyens de se défendre. On va revenir en studio, et Denis Dupré, vous souhaitiez répondre à Jean-Louis d'Anglebert. Oui, bon, l'emploi local, c'est pas le thème du débat d'aujourd'hui. Par contre, je vais répondre à Jean-Louis d'Anglebert, parce que ça, on peut pas laisser passer. Il est clair que ce sont bien sûr les élus, notamment, c'est vrai, le FNKS qui a porté la loi sur l'emploi local, mais ensuite qui a été voté par l'ensemble des groupes politiques au Congrès. Ça, on est tous unanimes. En plus, c'est un acte fondateur de l'accord de Nouméa. Mais ensuite, il est bon de dire et de rappeler que ce sont les partenaires sociaux qui sont saisis de ça après. Que ce soit pour le privé et le public. C'est nous qui sommes saisis de ça. Et c'est nous qui avons porté ça, qui avons lutté pour ça aussi. Notamment pour le public, ça a été voté qu'en novembre 2016. Donc, je veux bien là-dessus, mais que sur l'emploi local, alors effectivement, l'ensemble des syndicats pas salariés... sur l'emploi local. Ouais, non, tout à fait, non, pour bien dire les choses, que effectivement, il y a une historique là-dessus, mais nous avons porté ces thématiques.
que ce soit dans le privé ou dans le public. Je confirme ce qu'il dit, je suis pas le contraire. Il ne faut pas me faire un procès sur l'emploi local. Parce que je veux dire, l'emploi local, elle est possible parce qu'il y a eu un accord de Nouméa et on a dû tordre le cou à la Constitution sur cet aspect-là. Et d'ailleurs, la référence qui a été prise à l'époque, ça a été la référence d'Aruba, qui était une colonie hollandaise, sur laquelle elle était pratiquée. Et ça a été pour nous dire, ben voilà, ça se fait bien à Aruba, Bonaire et Curaçao, pourquoi pas en France? Donc, le combat politique, je suis d'accord que les premiers qui ont relayé, ce sont les syndicats. Et heureusement qu'il y a les syndicats, parce que l'emploi local dans l'accord politique, il aurait dû être mis en place en 2002. On a vu la date qu'on a dû... Mais là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Sauf qu'il ne faut pas me faire procès à moi. Non, revenons au DSE, on se fait pas de procès. Tout va bien. Simplement sur le dispositif, nous, notre crainte, c'est qu'il y a déjà des difficultés aujourd'hui. On le voit. Des entreprises qui saisissent la commission de l'emploi local pour des chauffeurs-livreurs. Ça, c'est de l'aberration quand même. Alors, et par rapport à... C'est là notre inquiétude par rapport à ce dispositif. Mais bien sûr. C'est dans la loi de l'emploi local qu'il faut modifier, qu'il faut intervenir. Voilà, je suis tout à fait d'accord. Vous n'allez pas me convaincre là-dessus. J'en suis convaincu. Quels garde-fous donc sont prévus du coup peut-être de Magda Bonal-Thureau pour vérifier tout ça? Madame Thureau, le CESE a fait des... On revient sur le fond, et des propositions. Des propositions, notamment sur le chèque d'emploi-service qui existe à l'heure actuelle. Donc, il proposait une extension donc, du chèque d'emploi-service et d'y adosser une DPAE, déclaration préalable à l'embauche. Donc, possible ou pas possible? Ça aurait été possible de l'étendre à d'autres secteurs, parce qu'actuellement c'est limité notamment aux femmes de ménage, femmes de service, tourisme. Donc je pense que ça, là-dessus on aurait pu en discuter. Nous, voilà, c'est un peu ça qu'on reproche, c'est de dire il y a eu des propositions de fait et on aurait dû aller plus loin dans les discussions. Ok, je viens. Simplement le DSE. D'abord, la première raison pour laquelle j'ai été contre, c'est parce qu'il n'y avait pas de DPAE, déjà pour commencer. Et d'abord, le DSE, c'est pas un contrat, c'est rien du tout. Alors là, il n'y a rien de preuve, ni preuve écrite, ni quoi que ce soit. C'est simplement un mode de paiement. Donc voilà. Donc c'est pour ça que, bon, on va pas l'enlever. Pourquoi? Parce que dans certains secteurs, notamment d'aide à la personne ou femme de ménage qu'on emploie, etc., ça peut répondre. Simplement, le DSE, il est prévu pour 2 ans pour faire un bilan, mais un bilan aussi par rapport aux autres dispositifs. Et pour pouvoir aussi améliorer le dispositif et répondre à la problématique qui a été bien présentée de l'embauche sur des temps partiels. On est bien sur des temps partiels, un emploi temporaire de moins de 3 mois, je répète. Et aujourd'hui, l'emploi local ne s'applique pas parce que c'est la loi qui est comme ça. C'est pas le DSE, c'est la loi sur l'emploi local. Maintenant, on modifie la loi de l'emploi local. Moi, je comprends bien, je le vis tous les jours, ce que vous dites. Mais c'est pas moi, membre du gouvernement. Je veux dire, il faut convaincre tout. Je vous ai dit, pour passer quelque chose au Congrès, il faut une majorité. C'est aussi simple que ça. Chérif Alinossier. Voilà, bienvenue dans ça les se passe relations comme ça, du dialogue. Au débat, au dialogue social. C'est exactement ça, le dialogue social, c'est des partenaires d'ailleurs. C'est bien, c'est animé. On échange. Je voudrais juste revenir sur le Conseil économique et social, puisque je suis membre du Conseil économique et social. Effectivement, on a travaillé en plus sur ces avis. On a une problématique sur les avis qui sont donnés par le CESE, parce qu'on n'a pas forcément de retour, donc ça reste quand même un avis consultatif. Pour l'instant, la loi n'a pas été... la loi est passée au Congrès, mais on n'a pas encore le contenu, on n'a pas eu la délibération qui permette de vérifier si effectivement les axes d'amélioration qu'on a prévus et qu'on a proposés au Conseil économique et social vont être pris en compte. Mais ce que je veux dire, c'est encore une suite logique. C'est que, et j'espère, et là on compte sur les élus et les membres du gouvernement, c'est de prendre en considération effectivement toutes les observations qu'on fait, qu'elles soient côté salarial ou côté patronal, pour que le dispositif réponde aux besoins des deux le plus objectivement possible. Ce que je reproche encore une fois, c'est de partir du principe que ça va pas marcher et que on va essayer d'en profiter pour avoir un outil qui partir des fétistes. Voilà, et arrêtons de penser qu'on va trouver, encore une fois, j'insiste, nous on a besoin de pérenniser notre activité aujourd'hui, on a besoin de trouver des compétences et on connaît nos règles et nos responsabilités par rapport à ça. Donc soyons sereins sur la suite et les mettre effectivement dans les délibérations et ce qui va bien derrière. Mais commençons
pas à dire que ça n'a pas marché alors que c'est même pas quelque chose qui a été mis en place. C'est un beau dispositif, c'est un bon dispositif. Comme tous les dispositifs, il va avoir nécessité d'avoir des petites mesures correctives. Il est perfectible. Voilà, c'est une évidence. Et là, je rejoins sur l'emploi local. Effectivement, il faut qu'on révise ce dispositif parce que pour l'instant, il pose des problèmes mais au niveau salarié, mais il pose aussi encore des problèmes au niveau employeur. Donc il est temps, on a dépassé les 3 ans de réévaluation, etc. Mais effectivement, peut-être que les axes d'amélioration qu'on a prévus, ça serait bien qu'on en reparle et qu'on révise cette loi pour que tout le monde soit serein. Il reste très peu de temps, Jean-Louis d'Angleberme, dans cette émission. Je voudrais juste... Vous êtes des spécialistes de toutes ces questions-là. Vous les connaissez, vous les maîtrisez, vous en débattez. Delia est allée à la rencontre des Calédoniens dans la rue pour leur demander s'ils connaissaient et comment ils le percevaient. Je voudrais qu'on écoute Anne et ensuite Warren et Marlène. J'en ai entendu parler, c'est tout. Ça peut être sympa pour des gens qui veulent pas trop travailler, avoir une petite pièce, pourquoi pas. Ça peut éventuellement boucher les trous plutôt que de faire bosser quelqu'un plus que ce qu'il doit. Voilà, et ça évite de rebosser aussi un CDD qui risque d'être ou trop long ou trop court. Enfin voilà, ça peut être une bonne alternative. Ils ont aussi fait ça par rapport au travail au black. Qui est pas reconnu, enfin, qui est fait comme ça, sous la main. Au noir. Voilà. Non, moi, à mon avis, je suis pas sûre du tout que ça remplace le black. Parce que le black n'est pas déclaré. Ben là, vous le déclarez. Vous allez payer dessus. Ben voilà, ça le remplacera pas. Pour moi, c'est pas ça. Non. Mais vous êtes quand même plutôt pour cette idée, ce dispositif en tout cas. Ça peut être une alternative. Une alternative, mais vraiment, quand il y a vraiment besoin immédiatement de quelque chose, voilà, j'ai besoin de 3 mois, pourquoi pas. Voilà. À moins de 3 mois, je trouve que ça fait court, parce qu'après, on n'a pas beaucoup de projets, quoi. Enfin, avec 3 mois, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Voilà l'avis de Anne. On enchaîne sur Warren et Marlène, et après, vous pourrez nous dire comment expliquer peut-être tout ça au grand public, justement. Moi je suis pour, parce que je pense qu'il y aurait un peu plus de démarches déjà par rapport au patron, quoi. On aurait plus d'embauches déjà. Voilà, moins de paperasse à faire, donc ça faciliterait l'embauche, quoi. Est-ce que vous pensez vraiment que ça va limiter le travail au noir ? Pas du tout. C'est toujours plus facile de prendre quelqu'un au black, parce que par rapport au paperasse, ça revient toujours au même point. Pour déclarer une personne, c'est beaucoup plus facile de les prendre au black, quoi. Vous n'avez pas de démarche à payer en plus ou quoi. Il faudrait voir par la suite comment ça se passe, quoi. Et si ça marche, pourquoi pas aller plus loin après par la suite. Ma question d'abord, c'est est-ce que c'est un dispositif qui est pour de la main-d'œuvre ? Est-ce que ça englobe des emplois pour des personnes plus qualifiées ? Déjà, et est-ce que ce dispositif va faire que les patrons ils vont se dire maintenant il y a 3 mois, si j'ai envie de changer en CDD, hop, je change. J'ai l'impression que ça arrange que le patron. Alors, des avis au hasard dans la rue. Est-ce qu'on a pour l'instant assez expliqué ce DSE au grand public? C'est eux qui vont, c'est nous, c'est les travailleurs qui n'ont pas d'emploi qui pourraient en bénéficier. Qu'est-ce qui manque pour le faire connaître? C'est un peu tôt encore. On note déjà on note une incompréhension si on est au vu de toutes les différentes interventions. Donc je pense qu'il y a une incompréhension de la part du grand public. Qu'est-ce qu'il faut leur dire? Les choses vraiment essentielles à retenir de ce dispositif, au-delà des détails d'emploi local, de techniciens, parce que ce que vous êtes tous, qu'est-ce qu'il faut faire passer au grand public sur le fonctionnement et sur l'objectif de ce DSE? Je ne crois pas que c'est un problème de techniciens. On voit bien par rapport au débat qu'on a par rapport au grand public. C'est de fixer et de dire ce qu'elles sont. Moi, je me suis suffisamment exprimé là-dessus. Ce qui a été dit par les auditeurs, oui, je constate, voilà. Moi, simplement, je dis, les questions qui ont été soulevées aujourd'hui, notamment la problématique posée par Lucien, qui est posée qui relève de la délibération, on pourra le voir. Les craintes qui sont posées sur l'emploi local, je dis, il s'agit de la loi sur l'emploi local. Si aujourd'hui, je vous ai dit la dernière fois, lorsqu'on a fait le bilan des 3 ans sur le dispositif d'emploi local, ce que veulent les syndicats, mais moi je suis d'accord. Sauf que, jusqu'où ça va passer au Congrès? Parce que je vous dis, la loi de l'emploi local, elle aurait été beaucoup plus loin si on avait suivi le monde indépendantiste. Alors, ne me reprochez pas ça là-dessus. C'est tout ce que je dis. Et là-dessus, l'emploi local, parce que l'emploi local, c'est un peu... Quand on parle de l'emploi local, ça y est, là. Alors là, ça y est. On ne reproche rien du tout. C'est vendeur, c'est etc. Il y a des réalités de terrain. Ces réalités nous sont remontées par les syndicats et voire par les patrons, ce qui a été dit tout à l'heure.
Mais est-ce qu'on est d'accord? Parce que moi, j'ai passé un premier... D'ailleurs, on a dit c'était un minima, hein, les propositions qu'on a fait. Je dis, c'est un minima parce que j'ai pas de consensus. S'il y a un consensus pour aller plus loin, moi, je suis prêt à aller plus loin. C'est tout, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, je pense que l'emploi local, là-dedans, il ne faut pas trop mélanger les choses. Pour le coup, on en parle beaucoup, mais il n'y a pas que ça. On en parle beaucoup, mais... oui. Une crainte de dérapage. Une crainte de dérapage. Mais le dérapage, il n'y a pas besoin du DSE pour qu'il se fasse. D'ailleurs, c'est ce que vous relevez. C'est ce que vous relevez dans vos remarques lors du bilan. Hein. C'est pas le DSE qui va amplifier le dérapage. Il existe, et si on veut le faire, on peut toujours le faire. Et notamment, quand vous parlez de la restauration, je suis tout à fait d'accord. C'est le secteur... C'est le secteur type de risque de dérapage dans tous les sens. Voilà. Alors, ce que j'aurais appelé simplement, c'est qu'aujourd'hui, pourquoi on n'était pas d'accord d'étendre le chèque emploi-service? C'est parce qu'il n'y avait pas de possibilité de contrôle des services de la DTE derrière. Là, aujourd'hui, il y aurait une possibilité de contrôle, parce que le gars, il aurait fallu qu'il fasse sa déclaration préalable. On pourra contrôler les choses. Déjà, ça, c'est une différence. Alors, quel contrôle, Magda Bonal-Tureux, ça va se faire comment, le contrôle? Alors, concrètement, le contrôle sur quoi d'abord? Parce que vous disiez qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est un dispositif simplifié d'emploi. On allège les formalités, mais on n'enlève pas la protection du contrat. C'est un contrat à durée déterminée et il est protégé comme tous les autres contrats à durée déterminée, les raisons pour lesquelles il peut être passé, etc. Il peut se tourner vers la DTE s'il a un problème, comme pour n'importe quel employé, salarié. Il peut se tourner vers la DTE pour faire remonter ses problèmes et puis vers les tribunaux également, c'est quand il y a la difficulté persiste, bien entendu. Ce que disait Jean-Louis, c'est qu'effectivement, à partir du moment où il y a une déclaration préalable à l'embauche, on peut vérifier effectivement que le salarié est bien déclaré, et on sait que être déclaré, c'est bénéficier des droits sociaux et c'est avoir une couverture, savoir une couverture maladie. Tout à fait, et c'est important, et que justement, c'est ce qu'on voulait éviter, c'est le développement du travail dissimulé. On sait ce qui pèse le travail dissimulé aujourd'hui en Calédonie? Forcément, c'est compliqué dans la mesure où il est dissimulé. Mais... Enfin, c'était les dernières statistiques, à peu près 30%. Oui, c'est énorme. Je voudrais juste revenir effectivement sur la partie pédagogique, hein, c'est-à-dire que effectivement, nous on est dedans tout le temps, etc. Donc il va falloir communiquer parce que plus simplement. Vu les débats que ça crée, exactement. On peut comprendre que quelqu'un qui super contente en fait des petites interventions qu'il y a eu, et je suis contente que les syndicats de salariés soient là aussi autour de la table pour l'entendre. Le travail à la pièce là. Oui. Qui est recherché et le travail à la tâche qu'évoquait Laurine, d'ailleurs. Effectivement, donc effectivement, c'est peut-être un axe aussi qu'il faut qu'on réfléchisse pour le travail à la tâche ou quelque chose comme ça, mais qui correspond à un vrai besoin, des gens sur le terrain. Parce que encore une fois, nous on applique les lois, et je suis d'accord avec toi. Il y a de la dérive aussi, même chez les patrons, etc. En tout cas, ceux qui sont spécialisés de la dérive, ils trouveront toujours les petites failles pour continuer à faire de la dérive. Donc il faut pas zoomer que ça, mais on a une vraie problématique sur le territoire, qui est qu'il y a des gens qui veulent travailler à la pièce. Donc, comment on leur permet d'avoir accès quand même à l'emploi par le biais d'un système qui permettrait quand même de les protéger et de les fiscaliser aussi, parce que 30% de travail au noir, ce n'est pas acceptable. Et en plus, ce sont des fois, ils sont unipersonnels, hein, parce qu'on a aussi nos faux patentés, etc., qu'il faut gérer, et qui sont un problème pour les entreprises qui sont sérieuses et qui sont bien constituées, etc., qui créent en fait un déséquilibre, parce qu'on va aller payer au black ces gens-là, au lieu de prendre des entreprises qui, elles, répondent aux critères de réglementation, etc. Donc, on a un vrai souci par rapport à ça. Il faut qu'on trouve les façons de les réglementer, et arrêtons de dire qu'on va exploiter les uns et les autres, puisque c'est aussi un besoin des gens de vouloir travailler occasionnellement. Et d'être rémunérés. Complètement. Voilà, donc je reviens là-dessus, c'est important là aussi, la rémunération. Dans ce qui est proposé, je le rappelle encore, vous avez 2 mois pour rémunérer. Pour nous, c'est pas normal. Mais comme disait Jean-Louis, pour le coup, là, les employeurs, ils ont un peu râlé parce que on prend 15%. Donc c'est pour ça qu'on va pas aller systématiquement sur un dispositif comme ça. Peut-être même le moins possible. Le moins possible, mais clairement. Donc c'est pour ça que je vous dis, il y a quand même on a quand même une sensibilité d'entrepreneur. Hein, donc mais effectivement, vous pouvez payer 2 mois plus tard. Vous avez jusqu'à 2 mois pour régler le salaire. Ce qui peut ne pas ne payer non plus, hein. Je veux dire, ça aussi, c'est possible. Et après, il faut aller au recours. Je pense, est-ce qu'il faut penser mal avant de penser bien, ou penser bien avant de penser mal? Non, ce qui est prévu, c'est que l'employeur, il déclare à la CAFAT, alors ça aussi, on n'en a pas parlé, il déclare à la CAFAT le montant qu'il a payé. Oui. C'est la CAFAT qui calcule toutes les charges sociales et qui renvoie à l'employeur et qui retire directement sur son compte.
Donc et là, il donne le même volet, il donne le même volet aux salariés. Il donne le même volet aux salariés, c'est à la fin du mois, donc c'est pas 2 mois. Alors, en tous les cas, il a au moins son volet de la CAFAT du salarié à la fin du mois. Il donne le volet et qui a valeur de fiche de salaire. Simplement, je voudrais vous dire, parce que j'ai fait l'exercice hier, d'essayer de remplir une fiche de salaire. Il y a longtemps que j'ai pas eu l'occasion. Je me suis disputé avec la directrice de la DTE sur la complexité et comment j'allais m'en sortir. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apporte? C'est que ces petites entreprises, elles vont pouvoir... Ils n'ont même plus cette difficulté. Et en plus, la CAFAT a travaillé dans notre sens, et je remercie la CAFAT dans ce sens-là, en tous les cas ses services, pour informatiser le maximum de choses, parce que ça simplifie aussi pour l'employeur. Et pas uniquement pour les petites et moyennes entreprises. On a ouvert à tout le monde. Oui. Et à tous les secteurs, à tous les services. Donc on est sorti de la logique que nous on s'était fixé au départ. On a étendu à l'ensemble. Non, il faut le dire. Ça ne concerne pas uniquement les petites. Je suis sûr qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Le problème, c'est on arrive vraiment au terme de. Vous revenez la semaine prochaine. On fait la même la semaine prochaine et on continue. Là, on va peut-être faire ça. Non, parce qu'après, on va se fâcher, mais j'ai pas envie qu'on se fâche. Non, je suis très satisfait. Je suis très satisfait de ce débat parce qu'on se dit les choses. Et puis moi, ce que je voulais, c'est d'éteindre un peu le tout et le n'importe quoi qui dit. Mais ça vaudrait peut-être le coup de revenir la semaine prochaine. Ma conclusion, elle est simple. Ce qui a été proposé ici, on peut l'aborder et ça fera partie. C'est des éléments qui seront pris en compte dans la délibération qui sera soumise au Congrès. On en reparle, c'est promis. Vous revenez et on continue. Pour l'instant, on clôt cette émission pour aujourd'hui. À nouveau, c'est bon à savoir demain matin. Merci à tous d'avoir été présents ce matin. Julien et Delia vont m'en vouloir parce qu'il est 9h passé. On aura 2 minutes de retard. Merci à Rocky, à la réalisation et à demain pour à nouveau, c'est bon à savoir. Belle journée à tous. NC Première